ce sujet de l'éthique, l'idée, c'était arriver au plus près du terrain, de vos préoccupations, et de voir comment vous pouvez déployer une démarche éthique, ou en tout cas mettre en place des espaces, parce que c'est ça qui est demandé dans le référentiel, mais plus généralement dans une direction d'établissement. Voilà, comment mettre en place ce dialogue éthique, où voilà, on va voir par quel type d'instance. Donc on a vu des choses assez concrètes. Je laisse la parole à Florence Cassereau, qui a donc différentes casquettes. Elle va se présenter. Merci Martine. Bonjour. Alors moi, je suis présidente du comité d'éthique du centre hospitalier Camille Claudel, donc en Charente, en psychiatrie, mais on a aussi des structures médico-sociales. On a créé le comité d'éthique en 2008, donc ça fait une quinzaine d'années d'expérience. Je suis aussi administrateur du groupement de coopération sociale et médico-sociale santé mentale et handicap de la Charente. Donc je vois plusieurs acteurs dans la salle, et on a décidé de créer un comité d'éthique interinstitution, donc on est en train de le structurer. Et parfois, je vais aussi au comité d'éthique du CESCOR, je vous les présenterai, ou du comité d'éthique du centre hospitalier d'Angoulême. Voilà, donc voilà pour mes différentes casquettes. Je suis aussi chargée de la direction de qualité, gestion des risques et des relations avec les usagers au centre hospitalier Camille Claudel. Je suis ambassadeur du CECA. Donc le professeur Roger Gilles ne pouvait pas venir aujourd'hui, c'est le directeur de l'ERENA sur le site de Poitiers, donc il m'a fait l'honneur de demander à ce que je le représente pour expliquer d'abord l'ERENA, ce que c'est, et quelle est l'utilité pour vous, en fait, si vous souhaitez avoir des réponses à vos questionnements éthiques ou structurer un espace de réflexion éthique. Donc je vais commencer. Alors, l'ERENA, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. Allez voir sur le site de l'ERENA. Donc, vous avez un espace de réflexion éthique de la Nouvelle-Aquitaine. Une création donc, en 2013-2014. Donc, en fait, cette création, elle est suite à une loi. Donc, une loi sur la bioéthique qui était en 2004. Mais on a eu l'arrêté qu'en 2012, donc il s'est passé pas mal d'années avant qu'il y ait vraiment une création de ces espaces régionaux au niveau de l'éthique. Alors c'est très important cet espace régional éthique, parce que quand il s'est structuré, ça a permis vraiment qu'il aide les établissements. Et on a vu donc en 2013-2014 pour notre région Nouvelle-Aquitaine donc apparaître donc 3 sites. Donc au niveau donc du Limousin, au niveau du Poitou-Charentes et au niveau de l'Aquitaine. Ensuite, avec la mise en place de la grande région, je crois en 2016 si je ne me trompe pas, donc il a été décidé de fusionner ces 3 sites en 2018, mais tout en gardant en fait la spécificité de chacun et en travaillant en bonne intelligence collective, puisqu'on est une grande région, et de garder, voilà, avec la taille de cette grande région et la dynamique qui s'est instaurée sur ces 3 sites-là, de garder quand même les 3 sites, mais en travaillant et en mutualisant. Ce qui a donné donc la naissance de l'espace de réflexion éthique de Nouvelle-Aquitaine, l'ERENA. Donc l'ERENA est constitué avec un bureau, un conseil d'orientation, une coordination régionale et une équipe par site. On a 3 sites d'appui, donc en Aquitaine, à Bordeaux, je crois que c'est à Talence-Pessac, Picto-Charentais, donc à Poitiers, un Limousin à Limoges. Donc avec la nomination de directeurs, donc un directeur par site, donc nommé par les directeurs généraux des centres hospitaliers universitaires et les présidents des universités. Et une nomination donc d'un directeur pour l'espace régional de la Nouvelle-Aquitaine, donc de la région, avec une rotation de la gouvernance tous les 3 ans. Donc cet espace a été mis en place aussi avec une convention constitutive et des signataires. Donc on retrouve les centres hospitaliers universitaires, on retrouve les universités, ainsi qu'à Pau, donc il n'y a pas que Bordeaux, Poitiers et Limoges, et les grandes fédérations comme la Fédération hospitalière de France, la Fédération aussi du privé, et donc FHP, et la FEAP aussi, qui a signé cette convention constitutive. Une coordination de l'ERENA qui est assurée donc, depuis 2021 par le docteur Maryse Florenza Gasque, donc la directrice actuelle donc, du site Limousin.
Ensuite, elle sera assurée, puisque je vous disais tout à l'heure, ça tourne, et donc tous les 3 ans. Donc à partir de 2025, ça sera le professeur Véronique Averrousse, la directrice adjointe de l'ERENA, et elle s'occupe à l'heure actuelle donc, du site aquitain. Et le professeur Nathalie Ners va succéder au professeur Roger Gilles, donc, qui partira donc, en retraite, mais je pense qu'il est depuis quelques années, mais en tout cas qui quittera son mandat à la fin de l'année. Donc le professeur Nathalie Ners voilà, lui succède sur le site Picto-Charentais. Donc les collaborateurs, nous avons 3 chargés de mission. Donc une chargée de mission par site, Miliani Le Bihan, Muriel Raymond et Candice Bremer, une chargée de communication, Muriel Desbernard, et un documentaliste et assistant communication, Théo Artis, et une secrétaire, Lucie Guichard. Théo Artis, donc, il travaille sur le site Picto-Charentais, mais tout le monde peut l'interpeller lorsque nous organisons des cafés éthiques, des conférences, des séminaires éthiques. C'est quelqu'un voilà, qui va nous refaire la recherche. Même quand on a une saisine à faire ou des questionnements éthiques dans l'institution, il va nous aider voilà, au niveau de la documentation. C'est quelqu'un qu'on interpellait peu, on n'y pensait pas tout le temps, et on s'aperçoit voilà, qu'il est extrêmement nécessaire dans cette réflexion, parce qu'on a peu de temps des fois pour faire des recherches. Et donc c'est un documentaliste aujourd'hui auquel on tient vraiment. Ensuite, le conseil d'orientation. Donc on a un conseil d'orientation composé de 20 membres titulaires et des membres suppléants, appartenant de collèges et équitablement répartis entre les 3 sites, des groupes de travail de l'ERENA, un comité exécutif et un comité exécutif élargi et un groupe ressources site aquitain. Sur le site du Limousin, un groupe laïcité et un groupe regard croisé. Et sur le site Picto-Charentais, c'est un groupe de soutien éthique qui s'est mis en place avec le Covid. En fait, il y a énormément de structures médico-sociales, notamment des EHPAD, qui se sont interrogées, bien entendu, et qui ont soulevé des questionnements éthiques et qui avaient besoin d'une aide de réflexion au niveau de l'espace régional éthique. Et c'est créé ce groupe de soutien éthique, dont on a fait appel aussi dans les hôpitaux, pas que les structures médico-sociales. Et la mise en place de visioconférences mensuelles et de coordination donc, entre les 3 sites. Les missions. Donc, des saisines. Donc, les établissements peuvent faire des saisines. Toute personne peut faire des saisines d'ailleurs, mais voilà, avec cette cellule de soutien éthique, donc très importante, voilà, parce qu'il y a beaucoup de structures médico-sociales qui sont des petites structures, qui n'ont pas d'espace de réflexion éthique. Et donc, si vous avez des saisines, vous pouvez les faire directement à l'ERENA. Et sur le site Picto-Charentais, vous voyez, il y a eu 153 saisines et qui est devenue vraiment une cellule d'écoute et de dialogue éthique. Un partenariat et une co-construction avec le comité national donc d'éthique, le comité consultatif qu'on connaît tous en période Covid, on en a entendu énormément parler, et la direction générale de l'offre de soins, la DGOS. Donc une révision de l'arrêté de 2012 qui est en débat, donc c'est le fameux arrêté qui a structuré la composition des espaces régionaux éthiques, des débats sur la fin de vie. Il y en aura encore, probablement. Une participation aussi aux états généraux sur la maltraitance organisée par le ministère. L'ERENA met en place aussi des rencontres, des débats, des échanges, alors sous diverses formes, sous la forme de conférences, de colloques, de webinaires. Souvent les webinaires, ils sont entre 13h et 14h. Donc quand on mange, des fois on a le temps de se connecter, parce qu'on a toujours un manque de temps. Et voilà, ça permet un temps de réflexion à ce moment-là. Alors, je ne devrais pas le dire pendant le repas, mais bon, souvent quand on se connecte à cette heure-là, c'est que voilà, on a un petit break et on se dit tiens, on va écouter un webinaire éthique. C'est toujours très utile. Les formations aussi, c'est des formations qui sont proposées, alors des formations auprès des professionnels pour aider à structurer un espace donc éthique au sein de l'institution, mais aussi des masters et des DU. Donc il y a plusieurs diplômes universitaires, des diplômes aussi interuniversitaires et un master de éthique et santé donc à Bordeaux. Donc chaque site propose des diplômes universitaires. Vient de se mettre en place un diplôme interuniversitaire donc à Poitiers sur l'éthique en santé, un autre diplôme universitaire sur l'éthique en santé mentale. Donc ça, c'est des petites nouveautés, mais sinon, voilà, vous pouvez retrouver des DU sur la clinique bioéthique aussi, sur la fin de vie, sur l'éthique soignante. Donc plusieurs référents éthiques territoriaux.
Donc, on organise des rencontres annuelles voilà, régulièrement, là où on a quelques débats éthiques et des questionnements, avec l'animation donc, du référent des réseaux éthiques de l'ERENA sur l'ensemble du territoire, des partenariats régionaux, notamment avec Gérontopole, la conférence aussi régionale de santé et de l'autonomie, la CRCA, donc pour la Nouvelle-Aquitaine, Cas Palliatif, donc c'est une cellule d'animation régionale en soins palliatifs et d'accompagnement, France Alzheimer, voilà, il y a plusieurs partenariats pour ouvrir ces espaces éthiques à des partenaires, et ça c'est important aussi de s'ouvrir. Une stimulation de la réflexion éthique sur le territoire, donc vous pouvez voir sur les sites de l'ERENA, donc sur les 3 sites que j'ai cités, aussi bien des billets éthiques. Alors, le professeur Gilles donne beaucoup de billets éthiques, voilà, on les lit régulièrement. Des newsletters aussi, on peut retrouver les bulles éthiques, je crois que c'est à Limoges, voilà, ils ont des bulles éthiques qui font paraître régulièrement. Donc n'hésitez pas à consulter voilà, les sites internet de l'ERENA. Il faut que je passe. Il faut que je me tourne vers là-bas. Donc, sur l'évaluation de la Haute Autorité de Santé, alors, au niveau de la certification, et ensuite je passerai pour le médico-social, on avait un critère de certification sur l'éthique, puis un jour il a disparu, il n'était plus dans le référentiel de la Haute Autorité de Santé, et c'était en plein Covid. Donc c'est vraiment au moment où il ne fallait pas revoir cette V 2020. Donc du coup, en 2023 est réapparu le critère de certification sur l'éthique, donc sur l'établissement promeut et soutient le recours au questionnement éthique pour l'ensemble des acteurs. Et pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux, on retrouve dans les orientations stratégiques la réflexion éthique en point 4 des professionnels. Donc j'ai demandé à Martine de me rajouter les critères d'évaluation du médico-social, ça me semblait important, voilà, de regarder un petit peu ce qui était écrit dans le référentiel d'évaluation du médico-social qui est paru en 2022, le 8 mars, si je ne me trompe pas. Donc il y a 3 chapitres, comme ça a été évoqué ce matin. Le deuxième chapitre, donc sur l'équipe, on retrouve les notions d'éthique et bientraitance. Donc sur les professionnels contribuent au questionnement éthique. Les professionnels identifient en équipe les questionnements éthiques. Les professionnels associent la personne accompagnée et son entourage. Les professionnels sont sensibilisés et ou formés au questionnement éthique. Et l'établissement organise le questionnement éthique, voire participe aussi aux instances régionales comme l'ERENA. Et on retrouve aussi dans un autre critère, qui est plus loin, dans le 3e chapitre, sur la politique des ressources humaines liée à la qualité de vie au travail, puisque l'établissement organise des espaces de discussion et de partage pour les professionnels et des temps de soutien psychologique et ou éthique. Donc on retrouve cette notion éthique aussi dans ce 3e chapitre lié à la qualité de vie. Il me semblait que c'était important aussi de le souligner. Donc voilà, je vous ai fait une présentation dans un premier temps de l'ERENA. Donc si vous avez quelques questions auxquelles nous on peut répondre, bon, je suis pas salariée de l'ERENA. Je ne sais peut-être pas répondre à toutes les questions, mais en tout cas on essaiera. Et puis voilà, je vous ai fait une courte présentation sur les attendus du référentiel. Donc maintenant, on va passer à 2 témoignages. Donc un premier témoignage d'Edwige Barbier et de Brigitte Cormeau. Alors présidente Edwige Barbier, donc qui est psychologue au centre hospitalier de La Rochefoucauld, et Brigitte Cormeau, qui est une ancienne infirmière en soins palliatifs et qui aujourd'hui donc a des consultations en thérapie brève et en hypnose au centre hospitalier de Ruffec, vice-présidente. Donc là, vous avez la présidente et la vice-présidente du CESCOR. Alors CESCOR, c'est le comité des établissements de santé Ruffec, de l'Oregon à Civray, de Confolens et de La Rochefoucauld. Je l'ai dit dans le désordre, je suis désolée. Et il y a quelques membres du CESCOR qui sont présents dans la salle et qui font partie d'EHPAD publics et d'EHPAD privés. Voilà pour le CESCOR. Parce que sur le site Picto Charentais, en fait, on a en Charente, puisque là on est en Charente aujourd'hui, on a plusieurs comités d'éthique. On a un comité d'éthique par établissement donc, de santé, où on peut aussi convier d'autres structures et des structures médico-sociales. Donc l'exemple du CESCOR. Merci. Merci Florence. Alors donc le CESCOR, en fait, c'est
historiquement un petit peu une aventure engageuse. Comment mettre de l'éthique et créer de l'éthique dans un territoire rural, puisque le comité éthique créé en 2011 suite à la loi HPST en fait a commencé historiquement avec Brigitte Cormot d'ailleurs et l'équipe mobile de soins palliatifs de Ruffec. Alors tout seul c'était compliqué. Donc l'idée, c'était de la mutualisation des moyens. C'est vrai que créer un comité éthique, il est aussi important d'être à plusieurs. Donc l'équipe mobile travaillant effectivement sur le terrain allait dans différents centres hospitaliers, mais aussi des cliniques, une clinique privée, l'Oregon. Donc ainsi est né le CESCOR, qui signifie Comité éthique des établissements de santé de Confolens, Oregon-Civray, Ruffec et La Rochefoucauld. Donc depuis 2011, ce comité éthique existe, vit et même a vécu de manière assez active pendant en fait la pandémie. Je crois que c'est aussi important de le dire. Donc composé de ces 4 établissements de santé, du Sud-Vienne, de Charente. Alors là, on embrasse différents territoires, le Nord-Charente, le Charente-Limousine, La Rochefoucauld, Porte du Périgord. En milieu rural, c'est vrai que c'est un peu la caractéristique. Et puis, depuis l'après-Covid, 8 EHPAD sont venus nous rejoindre. C'est un peu la spécificité aussi. Le regroupement s'est fait autour de préoccupations communes, accompagnement de la fin de vie, soins palliatifs, gériatrie, psychogériatrie et une thématique qui me touche plus particulièrement, la question de la situation du handicap. Handicap mental, mais aussi handicap effectivement physique. C'est une instance des établissements de santé. Ce n'est pas une association. Alors on verra en conclusion peut-être aussi certaines limites du fait d'être une instance. La fréquence de nos réunions est 4 fois par an, en alternance, sur les 4 établissements fondateurs. Les membres du comité sont les directions des 4 établissements sanitaires, mais aussi professionnels de terrain, les directeurs aussi des EHPAD depuis qu'ils nous ont rejoints. Donc nous avons des infirmiers, des aides-soignants, cadres de santé, qualiticiens, ergothérapeutes, psychologues, représentants des usagers, mais aussi, et c'est ce qui fait un peu en tout cas la force, des membres extérieurs comme des sociologues, des juristes, représentants des cultes aussi, et puis des associations de patients ou d'usagers. Donc on travaille en étroite collaboration justement avec le RENA, dont nous a présenté Florence effectivement l'émission, mais aussi justement aussi avec les comités éthiques d'Angoulême et de Camille Claudel. On se réunit assez régulièrement. Donc nos missions sont multiples. C'est un lieu d'échange, d'information selon l'actualité. Il est vrai qu'on nous a demandé, en tant que comité éthique, pendant la convention citoyenne sur les débats sur la fin de vie, de proposer des temps d'action, des temps de concertation pour le grand public. C'est vrai qu'aussi, on ne travaille pas que pour les professionnels, mais aussi pour le grand public et faire partager l'éthique au sein de la vie de tous les jours. Autre mission, les saisines. Donc elles émanent des établissements elles-mêmes. Elles pourraient émaner des familles ou des résidents, mais à ce jour, c'est surtout les établissements qui nous ont sollicités. Donc des fois, c'est aussi les équipes mobiles, comme les soins palliatifs ou de gériatrie, qui travaillent à l'intérieur des hôpitaux, mais aussi en extra-hospitalier, c'est-à-dire qui vont dans les EHPAD, dans les établissements médico-sociaux, et qui viennent effectivement rapporter des situations. Donc chaque saisine est étudiée au préalable, donc nous on demande, on exige un petit peu, c'est vrai que c'est un travail, mais on va voir que ça peut porter ses fruits, un écrit avant de saisir effectivement le comité, parce que ça permet de le préparer. Ça se prépare une saisine, effectivement, on a vu, on peut solliciter Artistéo pour la bibliographie, mais il faut aussi que les membres puissent quand même prendre connaissance au préalable de la situation. Donc après, à validation de la saisine, effectivement, elle va être présentée en session plénière. Alors nous, notre particularité, en tout cas, parce que chaque comité fonctionne différemment, c'est que les équipes de soins ou d'accompagnement viennent présenter la situation aux membres du comité. Donc c'est par exemple, il y a le médecin, il y a l'infirmière du service, il y a effectivement le psychologue qui viennent présenter la situation devant une assemblée de 18 personnes et ils exposent eux leurs problématiques.
Donc, lors de ces saisines aussi, on s'est saisi justement de peut-être un des apports de la pandémie, c'est que maintenant il y a la visio, c'est vrai qu'avant on ne l'utilisait pas beaucoup, et donc on peut faire appel à des experts, même sur Paris. Il nous est arrivé des fois de solliciter une orthophoniste spécialisée en gériatrie que voilà, je connaissais et qui peut être disponible à distance pour éclairer nos échanges. Donc l'exposition de ces situations, ça permet un pas de côté, un décentrage, effectivement, et c'est surtout une délibération interdisciplinaire. On est à plusieurs, c'est le regard croisé. Donc la parole, en tout cas, nous, elle est suffisamment libre, elle est libre même, et effectivement, les gens qui ne sont pas d'accord avec la situation, c'est ça l'intérêt de l'éthique aussi, c'est que d'entendre aussi les dissensus. Tout le monde n'est jamais d'accord sur une situation. Mais l'entente permet de faire avancer le cheminement, même si à la fin, on est obligé de trouver un consensus voilà, avec la présentation des dissensus. Donc, par contre, nous, notre comité, on a choisi, par expérience, de se positionner comme aide à la décision et non comme une instance qui serait décisionnelle. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est de ne pas déresponsabiliser les équipes. C'est quand même eux qui sont au quotidien avec les situations, les problématiques éthiques, et de quel droit on pourrait dire, voilà, ceci est la bonne marche à suivre. Non. Donc, pas de visée performative, mais effectivement une visée réflexive. Et on verra par des témoignages d'EHPAD comment ça peut aider au quotidien. Nous avons élaboré aussi plusieurs guides que vous retrouvez sur le site ERENA, donc à la rubrique travaux en général, sur différentes thématiques, parce que le comité éthique, il ne travaille pas que 4 fois par an, c'est aussi des sous-groupes où là, on intègre justement aussi l'ensemble des professionnels, y compris des EHPAD. Donc, une EHPAD, elle est représentée par 1 ou 2 professionnels sur les instances plénières, mais elle peut nous envoyer aussi une assistante sociale pour travailler. Là, en ce moment, on fait sur les majeurs protégés. On a créé un premier livret, mais on est en train de l'actualiser. Donc, régulièrement, effectivement, il y a une dynamique, voilà. Et je vais laisser la parole à Brigitte sur les travaux de l'éthique managériale quelques instants. Bonjour. Juste un petit aparté par rapport aux travaux de groupe. Donc effectivement, on travaille sur des thématiques ciblées en rapport avec, on a envie de dire, voilà, les préoccupations en tout cas des professionnels et aussi ce qui se passe dans l'actualité de nos vies de chacun. Et on avait amorcé un travail, c'était avant cette période Covid, on a pu réaliser tout un travail sur 2 années autour de l'éthique managériale pour effectivement intégrer, faire participer tous les professionnels, quel que soit leur métier. Donc on verra aussi dans le retour tout à l'heure de la parole, des paroles des soignants, ce que ça peut apporter. Éthique managériale, pour nous, ça a été extrêmement précieux, extrêmement riche. On avait pu travailler aussi sur la base des travaux du professeur Colomba, hématologue au CHU de Tours, qui a d'ailleurs été primé. Ces travaux ont été primés pour tout son travail autour de l'éthique managériale, d'un management éthique. Et voilà, c'était une considération, une prise en considération, une attention très particulière par rapport à tous les professionnels du soin et de l'accompagnement. Alors, parmi les autres missions aussi du comité éthique, c'est la participation des webinaires, et dont le dernier justement a été vraiment en collaboration avec le centre hospitalier de Camille Claudel et d'Angoulême. Voilà, alors sur différentes thématiques, effectivement là c'était la personne handicapée vieillissante. L'organisation aussi sur chaque site de café éthique, effectivement, à chaque fois que le comité se réunit, on profite aussi de l'après, du temps d'après, pour proposer aux professionnels de terrain des temps de réflexion. Donc ça a été des thématiques soins, pudeur, contention aussi. On s'est beaucoup aidé justement là de l'apport d'une EHPAD. Une EHPAD avait déjà travaillé sur un livret sur la contention, voilà. Et donc avec l'autorisation de l'EHPAD, on a pu effectivement présenter
aux autres établissements un travail, en tout cas assez abouti, sur l'idée du moindre de contention possible. Effectivement, comment essayer. La contention, c'est une visée zéro, bien sûr. Voilà, comment on peut le mettre en place. Et dans ces cafés éthiques, là aussi, on touche justement d'autres professionnels. C'est ceux qui ne peuvent pas venir au comité éthique en réunion plénière. Et donc, il peut y avoir des aides-soignants en nombre important, des médecins aussi de terrain qui sont disponibles. Et on part de leur pratique, en fait. Eux, qu'est-ce qui vient les questionner sur cette thématique ? Et puis, nous avons aussi l'organisation de conférences éthiques. Alors, avant Covid, on en faisait une par an. Le Covid nous a un petit peu refroidi, on va dire, mais on a repris. Effectivement. Et puis, nous, on dit, c'est l'éthique hors la ville, on appelle ça, parce que là aussi, c'est une gageuse. C'est pas facile. C'est pas facile en plus quand on n'a pas toujours beaucoup de moyens. Effectivement, de pouvoir organiser une conférence dans un milieu rural, puisque la dernière s'est passée à Courcôme et qui a réuni 60 personnes en soirée à 20h un vendredi. Alors on avait multiplié la complexité, mais on y est arrivé quand même, voilà. Et le thème était la marchandisation de la santé. Voilà. Je vais après sur l'animation, une veille éthique. Et puis effectivement, donc l'idée dans l'animation, c'est l'animateur, il doit pouvoir passer la parole. C'est pas celui qui monopolise la parole. On est à plusieurs à animer le comité éthique en fonction des thématiques. Je vais te laisser. Alors on nous fait des signes. Voilà. Est-ce qu'on comprend bien qu'il faut qu'on doit arrêter l'exposé ? On va faire passer la vidéo de Fondation John Boss et on répondra aux questions de la salle. Je pense que voilà, ça complétera aussi votre intervention. Merci. Donc, merci. Le deuxième témoignage, donc, c'est la Fondation John Boss. Ils n'ont pas pu venir. Donc, on a Isabelle Bousquet qui est pasteur et salariée de la Fondation John Boss et qui va expliquer comment ça a été mis en place dans cette fondation au niveau national, mais aussi sur site, comment le décliner au plus proche du terrain. Bien, bonjour à toutes et tous, je suis Isabelle Bousquet. Je travaille à la Fondation John Boss depuis maintenant 14 ans. Mon poste est rattaché à la direction générale. Pasteur, j'ai en charge la mise en place et souvent l'animation de l'accompagnement spirituel et de l'aumônerie dans les établissements de la Fondation John Boss du Grand Sud-Ouest. L'accompagnement des familles, l'animation de 2 de nos espaces de réflexion éthique de site. Du coup, c'est depuis cette dernière mission que je vous parle aujourd'hui. La Fondation John Boss, c'est aujourd'hui plus de 42 établissements ou services sanitaires et médico-sociaux avec 15 types d'agréments. C'est plus de 2000 personnes accompagnées et soignées et plus de 2300 professionnels. C'est aussi 200 étudiants dans le centre de formation au métier de la santé et du social à Bergerac, qu'on appelle le CELF. Nous sommes présents dans 4 régions. Pour le nord de l'Aquitaine, Bellac, le village des Gâtines, Nexon, le foyer Saint-Dominique. Alors à propos de réflexion éthique, un tout petit peu d'histoire. Jusqu'en 2017, la réflexion et le questionnement éthique à la Fondation John Boss se vivent à 2 niveaux. Le premier niveau est l'établissement. Il se vit au sein des réunions d'équipe, principalement cliniques, et du coup avec des catégories de professionnels spécifiques. L'approche psychiatrique, globale et les accompagnements, y compris au long cours, conduisent à interroger toutes les situations et la manière dont la personne est accompagnée et soignée par les professionnels. Alors en ce sens, la réflexion et le questionnement sont réguliers et effectués en équipe. Le deuxième niveau est national. Il se vit au sein du comité éthique et scientifique de la Fondation. Le conseil d'administration a mis en place ce comité pluridisciplinaire afin de répondre à 2 besoins. Le premier est l'organisation d'un colloque biennal. Le second est d'offrir aux professionnels un lieu de recours pour des questionnements éthiques qui ne s'épuisent pas dans les réunions cliniques. Dans cette seconde optique, le comité formule des avis sous forme d'aide à la décision qui sont transmis aux demandeurs et qui font du coup l'objet aussi d'une publication dans la revue de la Fondation Notre Prochain. Parmi ces avis, en 2014, un avis sur le maintien ou non de l'alimentation et de l'hydratation chez une personne en fin de vie. C'était suite à une question
posée par le docteur Garot. Un autre avis de ce comité éthique et scientifique, toujours en 2014, à propos de la question de la prescription de contention et d'isolement. Cet avis a été rendu suite aux questions posées par deux docteurs, le docteur Loudi et le docteur Kirzek. Et puis un autre avis en septembre 2021 sur la question de l'accès aux chambres des résidents pour l'entourage familial ou amical en établissement sanitaire ou médico-social. Cet avis-là, il était en réponse à une interpellation d'une famille. Avant d'être publié, il avait été relu avec des propositions de correction par les espaces de réflexion éthique de site. Plus de 10 ans de fonctionnement de ces deux niveaux ont fait émerger un besoin d'espace intermédiaire. Alors du coup, le conseil d'administration, en décembre 2017, a pris la décision de la création d'espaces de réflexion éthique de site. Ces espaces, à l'échelle d'un site de la Fondation, donc au moins réunissant 4 ou 5 établissements, sont construits sur un modèle commun, respectueux des recommandations de l'ANESM et de l'HAS. Ils doivent permettre la réflexion et le questionnement éthique au plus près des professionnels et des personnes accompagnées et soignées, sans se substituer au niveau local. Ils devront favoriser la sollicitation du comité éthique et scientifique national. Les premières journées de formation des animateurs et des bureaux de ces espaces ont eu lieu en juin 2018 à la Force, en Dordogne, avec Béatrice Birmelet, directrice de l'espace de réflexion éthique régional Centre-Val de Loire et membre du comité éthique et scientifique de la Fondation John Bost. La mise en place de ces espaces était donc possible dès septembre 2018. Ils sont clairement des lieux identifiés de débat, d'échange, de formation en matière d'éthique. Ils permettent des temps offerts aux équipes et aux professionnels autour d'une situation complexe à vivre. Ils sont des lieux pour des occasions d'apport méthodologique et théorique éclairant une situation. Il est clairement posé qu'ils n'ont pas à être, qu'ils ne doivent pas être des instances décisionnelles qui édicteraient des normes, qui rendraient des décisions ou trancheraient en cas de litige, qu'ils ne doivent pas être des organisations hiérarchiques ou d'évaluation des soins, de la pratique et du bon fonctionnement d'un établissement, qu'ils ne doivent pas être des groupes de parole qui s'arrêteraient à une juxtaposition de visions personnelles des participants. Ces espaces de réflexion éthique de site ont donc vocation à faire vivre la réflexion éthique sans la rendre normative par son organisation. 3 éléments rendent compte de l'exigence d'une réflexion éthique qui fonde l'action des professionnels dans le secteur médico-social. La vulnérabilité des populations accueillies et accompagnées, l'articulation entre les dimensions individuelles et collectives du travail d'accompagnement et l'évolution permanente du travail social. Alors la réflexion éthique, du coup, elle émerge d'un questionnement pouvant provenir des professionnels, des personnes accompagnées, de leur entourage. Collective, elle associe une pluralité de points de vue, les usagers, les représentants d'usagers, les professionnels, des personnes ressources. Et elle est déclenchée par des situations concrètes, singulières, ou entre en contradiction des valeurs ou principes d'intervention finalement d'égale légitimité. Elle ne dispense pas les professionnels de leurs responsabilités. L'espace de réflexion éthique de site, comme le comité éthique, n'impose rien. La décision appartient aux acteurs de terrain qui ont intégré les questions et conclusions d'une instance éthique dans leur réflexion. Les mouvements de personnes et puis les différents épisodes de Covid et de confinement ont eu comme conséquence des vraies disparités dans la mise en place et le démarrage de tous ces espaces de réflexion éthique de site. Je voudrais vous raconter 2 de ces espaces que j'anime. L'espace de réflexion éthique de site Grand Sud-Ouest Sud, qui réunit des professionnels de la rencontre à Talence, des foyers à Lons et d'Etchea à Anglette. Leur charte a été écrite et validée en juillet 2019. Cet espace de réflexion éthique de site, il a travaillé sur les questions suivantes. Il a démarré sur la question du tutoiement, vouvoiement, utilisation de surnoms et a rendu un avis en 2020. Il a ensuite travaillé sur l'accès aux chambres pour les proches et les amis des résidents dans les établissements de la Fondation John Bost en relisant et faisant des propositions de correction d'un avis du comité éthique et scientifique de la Fondation, lui-même saisi par une famille.
Et puis, il a travaillé sur la vie affective et sexuelle des personnes adultes dans les établissements de la Fondation, quel accompagnement des familles, des personnes, des professionnels en 2022-2023. Et puis, ce travail est actuellement repris au niveau global de la Fondation John Bost, qui fera des recommandations à son conseil d'administration en 2025. Et puis, actuellement, sur la place à donner aux souhaits exprimés par les personnes accompagnées à propos de leur fin de vie et de leur décès. La vie est en cours d'écriture. Le deuxième espace de réflexion éthique de site que j'ai la chance et le bonheur de pouvoir animer est celui qui réunit des établissements du nord et de l'est de l'Aquitaine. Des professionnels du village des Gâtines à Bellac, appartements de suite, femmes, masses, foyers de vie, structures intermédiaires, du foyer de vie Anne-Dominique à Nexon, de l'ESAP de Loucamine à Montauban, des EHPAD, SMR et résidences seniors à Mazamet. La charte de cet espace a été écrite en avril 2020. Et puis la Covid a mis un point d'arrêt aux réunions. En 2021, une visio avec les directeurs de ces établissements a permis de redémarrer, de se donner un nouvel élan. Depuis, il a travaillé sur les questions suivantes. La vie affective et sexuelle des personnes accueillies et accompagnées, et plus particulièrement le positionnement des professionnels face à des interventions de parents qui semblent compliquer l'accès serein à une sexualité pour les personnes handicapées. Un travail à la demande de professionnels qui a été l'occasion de se former à la méthode de travail par Scénarii. Et puis l'accès aux chambres, comme l'autre espace, toujours en proposition de correction d'un avis du comité éthique et scientifique. Et actuellement, il travaille sur la question de l'autodétermination, ou plus précisément du rôle des professionnels dans l'apprentissage du pouvoir d'agir des personnes accompagnées. Quels sont les freins qui viennent des professionnels? Un travail suite à un récit de difficultés dans ce domaine par les professionnels. Le travail est en cours. Deux autres espaces de réflexion éthique de site existent à la Fondation John Bost. L'un réunit les établissements de la vallée de la Dordogne, l'autre les établissements de Val-de-Seine, région parisienne, et la Clé pour l'autisme. Alors, qu'est-ce qui rend le travail de ces deux espaces dont je vous racontais la vie possible? D'abord, lorsqu'un professionnel de la Fondation John Bost ou toute autre personne écrit un mail à l'une ou l'autre des adresses mail de ces deux espaces de réflexion éthique, qui sont connus, répertoriés, trouvables, chaque membre de l'espace le reçoit et peut donc y répondre. C'est aussi via ces adresses mail que nous nous envoyons les uns aux autres comptes rendus, lectures, avis intéressants trouvés lors de nos recherches. Dans notre espace collaboratif numérique, nous avons un lieu de stockage de tous nos documents accessibles à tous les membres des espaces. Les avis, eux, sont à disposition de tous les professionnels. Une autre chose qui facilite le travail, le rend possible, c'est le fait que chaque établissement soit toujours présent lors des 3 journées annuelles de travail d'un espace. Et pour que ce soit possible, chaque établissement a recruté et nommé en son sein 5 à 10 personnes comme membres de l'espace, dont une référente du groupe. Du coup, il y a toujours au moins 2 à 5 personnes par établissement lors de la réunion. Nous travaillons donc autour d'une table à 15-18 personnes et du coup, ce travail est possible. Parfois, nous sommes même dans une salle de réunion louée à équidistance des établissements. Il est donc acté dans chaque établissement et au sein de la Fondation John Bost que la réflexion éthique est essentielle. Les personnes présentes aux réunions le font sur leur temps de travail, sont remplacées, se déplacent avec un véhicule de service. La salle de réunion et sa location et le repas du midi est budgété. Une journée en mars réunit tous les membres de tous les espaces de réflexion éthique pour du partage et de la formation. Ainsi, pour soutenir la mobilisation des équipes, la réflexion éthique, à chaque fin de réunion de travail, nous nous mettons d'accord sur le contenu d'une feuille A4 qui sera distribuée à chacun. Chaque membre est responsable de sa diffusion auprès de tous ses collègues pour dire où on en est, en attendant un avis. Chacun des 2 espaces de réflexion éthique racontés aujourd'hui se compose de personnes aux métiers très divers, lingères, aides-soignants, éducateurs, infirmiers, psychologues, ASH, cadres adjoints de direction, assistantes sociales. Cette grande diversité est gage d'une complémentarité. De plus, nous invitons régulièrement des personnes ressources, juristes, philosophes, parents, artistes. Alors ça, c'est le côté « tout va bien ».
Ce qui est toujours à travailler, à remettre sans cesse sur l'établi, c'est l'organisation, les lieux, les moments dans les établissements, pour que les équipes, les directions, les professionnels se saisissent du travail de ces espaces de réflexion éthique, s'en nourrissent, questionnent leurs pratiques, osent opérer des changements dans leur façon de travailler. C'est jamais acquis. Il faut toujours recommencer et recommencer encore, sereinement, avec espérance. C'est jamais acquis, il en va de même pour le réflexe qu'il faut encore construire, l'habitude d'aller voir dans la banque numérique de nos documents si la question reçue aujourd'hui n'a pas déjà été travaillée hier. Alors en conclusion, la réflexion éthique est posée comme fondement dans notre collection de références et repères pour notre travail que nous nommons nos gammes. En référence, en fondement, et je voudrais vous lire ce qui y est écrit, la Fondation a développé une exigence éthique dite éthique de responsabilité et de situation. La formation continue à la réflexion éthique est donc une nécessité, un besoin, non seulement pour la qualité de notre travail médico-social ou médical, mais aussi finalement pour l'attractivité de nos métiers. Merci de votre écoute. Voilà, vous avez eu 2 témoignages. On voit bien qu'il y a besoin d'avoir des espaces pour les questionnements éthiques. On se faisait la réflexion avec Edwige qu'il y a de plus en plus de questionnements éthiques et une nécessité au questionnement éthique au vu de l'évolution des pratiques, des difficultés qu'on peut avoir en ressources humaines notamment. On citait le management aussi. Voilà, donc les questionnements éthiques, ce n'est pas fini, ce n'est pas acquis en tout cas. Et on voit aussi que les questionnements éthiques, quelles que soient les structures dans lesquelles on travaille, souvent ce sont les mêmes. Voilà, que ce soit sanitaire, médico-social, petite structure, grosse structure, on a toujours des questionnements autour de la liberté d'aller venir, par exemple, de la vie sexuelle, la charte affective, toutes ces notions-là qui ont été évoquées. En fait, on revient et on revient continuellement sur ces thématiques dans nos institutions. À vous. On peut se promener avec le micro et vous le tendre si vous avez des questions. Bon, ça vous a laissé bouche bée. Bon, je pense que ce qui est intéressant, c'est que l'espace existe. Après, il y a toute la question de l'organisation et comment ça peut se mettre en place. Ouais. Oui, alors après, ce qu'on se rend compte, c'est que certains d'entre vous, j'imagine, travaillent dans des petites structures médico-sociales et se posent la question de ces espaces éthiques, comment les faire vivre, comment les créer. C'est pour ça que c'est intéressant aussi d'avoir des espaces éthiques entre les institutions. C'est d'autant plus difficile à mettre en place, mais en même temps, ça peut être très intéressant et très riche, voilà, de les créer entre institutions. Oui, alors effectivement, le travail de la mutualisation des moyens est indispensable, en tout cas, surtout quand on est des petites structures. Après, on peut, nous, vous faire partager nos limites. Effectivement, 13 ans d'expérience, c'est que plus on va être nombreux sur différents sites, en fait, il y a l'éloignement géographique. Se réunir à plusieurs n'est pas toujours aussi facile, même si, bon, nous, des fois, on atteint 18 à 25 personnes, effectivement, au sein du comité éthique. Mais on voit que là, sur la durée, ces derniers temps, c'est un petit peu plus difficile au sein des établissements de pouvoir accorder ce temps, car c'est du temps professionnel. Par contre, c'est ça qui est important. Effectivement, les membres qui sont nommés au sein de l'établissement, c'est sur leur lieu de temps de travail. Ça, on y tient beaucoup parce que ça n'a pas toujours été le cas dans certains établissements, même si après, nous, personnellement, ça nous demande toujours du travail un peu en plus à part, mais c'est quand même une reconnaissance institutionnelle. Je crois que ce qui est important, c'est que si lieu éthique, voilà, si un jour vous souhaitez en construire dans vos établissements, il faut qu'effectivement il y ait une reconnaissance institutionnelle réelle, j'ai envie de dire. Voilà. Et ça passe aussi après par des questions, voilà, peut-être d'ouverture de lignes budgétaires, je sais pas. Ça c'est autre chose, mais c'est
c'est quand même à entendre et important à, en tout cas, mentionner, hein, puisque quand on crée des conférences et que effectivement on a vraiment très très peu de moyens, ben, c'est pas évident, hein, voilà, de pouvoir perdurer sur la durée sur ce système-là. Oui, et une question donc des temps à mutualiser entre structures, des temps d'émulation. Est-ce qu'il existe sur la Nouvelle-Aquitaine un recensement? Parce que là, on a 2 exemples. Est-ce que vous savez si ce type de ressources existe permettant aux structures, notamment aux petites structures, de se rapprocher, d'aller vers, au plus proche de chez eux, ce type d'organisation? Donc, une cartographie, je dirais, des structures existantes. Non, on n'a pas de cartographie. Quand j'ai fait part de mon expérience sur le GCSMS, qu'on souhaitait construire ça, le professeur Roger Gilles m'a dit mais c'est une excellente idée, ça n'existe pas. Donc voilà, on a l'expérience du CESCOR. On est considéré comme un département ultra dynamique sur l'éthique, même si on trouve qu'on ne l'est pas encore suffisamment, parce qu'il y a tant à faire. Mais pas de cartographie en tout cas, et il n'y a pas tellement d'expérience comme ça en région Nouvelle-Aquitaine. Je veux juste compléter. Donc, je suis Corinne Laspoujas, responsable qualité des établissements APF France Handicap de la Haute-Vienne et référente éthique sur la Haute-Vienne. Donc, je suis en lien avec ERENA Limousin. Et en effet, il y a un recensement quand même, de positionner des référents sur les établissements, oui, on a des référents. D'identifier ces référents. Nous, on est référents. Voilà. Donc, nous, les référents, en tout cas du site Picto Charentais, c'est très clair, parce qu'on se connaît depuis très longtemps. Mais les références en termes de cartographie, de savoir quels sont les comités d'éthique qui existent, et quand je dis existent, qui vivent, et est-ce qu'il y a des comités éthiques inter-institutions? Voilà, on n'a pas de cartographie de la région Nouvelle-Aquitaine pour savoir en fait si ces comités d'éthique inter-institutions pourraient être proposés à d'autres institutions. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous êtes dans une petite structure médico-sociale, vous dire voilà, je pourrais faire partie du comité d'éthique qui existe déjà, et ça me permettrait voilà d'alimenter ma réflexion. Et cette cartographie-là, moi je la connais pas en tout cas. Après, par expérience, l'ERENA, effectivement, joue ce rôle-là. Par exemple, nous, c'est le professeur Gilles qui m'a demandé personnellement d'intégrer 2 EHPAD, justement, au comité éthique. Après, c'est aussi le professeur Gilles qui, lorsque un centre hospitalier a eu besoin de monter un comité éthique, a donné nos références. Mais effectivement, de manière, on va dire, objective, il n'y a pas de cartographie, donc peut-être voilà, un travail à faire pour les années à venir. Hein, voilà, un petit peu. Je me permets de faire la transition avec quelque chose qui va se passer aussi en 2025. Donc c'est une diapo un petit peu générique. Et si j'arrive à utiliser le pointeur, je vais vous pointer sur ce qui va se passer justement sur le plan éthique. Donc il n'est pas question que chaque ESMS ait, j'allais dire, son petit comité de réflexion éthique, ce serait un petit peu prétentieux. En revanche, on voit bien qu'il manque sans doute certaines ressources constituées. Donc là, l'idée, c'est qu'on propose en 2025, encore une fois, des ateliers sur comment monter et animer un espace de réflexion éthique. Et ce sera fait en partenariat, bien entendu, avec l'acteur incontournable qu'est l'ERENA. L'idée, c'est de pouvoir contribuer à former d'autres ressources qui viendront peut-être un jour constituer cette base de données ou ce recensement qui aujourd'hui n'est pas complètement fait. Voilà. Je reviendrai sur la même diapo pour vous indiquer les différents ateliers qui auront cours au cours de l'année prochaine. Donc on a déjà mentionné ceux sur les plans d'action, l'idée étant que vous puissiez être accompagné ou aidé dans la rédaction de ce plan si tant est que vous êtes concerné. Voilà. Merci à toutes, à Florence en particulier, d'avoir animé et fait le fil rouge entre ces différents témoignages. Merci beaucoup.